Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mon jeu PSS 117. Aujourd'hui je vous mets à disposition et gratuitement les règles d'adaptation sur case, notamment pour les tapis de jeu Core Space, pour les livres on va dire de Loki Battle Mats, pour éventuellement des tuiles, enfin bref tout ce que vous voulez, même si ça ne correspond pas forcément dans les scénarios et l'adaptation à ces différents produits, vous saurez qu'à tel endroit, dans telle zone, il y a une pièce objective, qu'il y a des tas de choses. Voilà, à vous de placer en fonction des produits que vous avez, parce que les produits que vous avez, moi je ne les ai pas, et les produits que j'ai, vous ne les avez peut-être pas non plus. Donc c'est pour ça qu'il faudra adapter. Donc on va faire une passe sur les règles sans pour cela, on va dire... rentrer dans les détails parce qu'on va passer des plombes. Vous téléchargerez les fichiers. J'ai de nouveau simplifié, on va dire, cette adaptation. Et puis, voilà, ça sera pour les fanas de cases. Comme ça, tout le monde est content. Et il n'y a pas de souci. Donc, petit aparté vite fait, cette adaptation sera intégrée dans l'extension Artefact. Qui, bien sûr, est en cours de relecture, est en cours de test, est en cours de retour aussi de mes testeurs. Je reprécise qu'il y aura deux versions, une version gratuite light et une version Amazon physique qui contiendra plus de choses, ce qui est normal pour ceux qui font l'effort de soutenir la chaîne. Donc du coup tout ça est en cours. Je n'ai pas de date de publication, on verra tout ça plus tard. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est donc regarder quelques spécificités de ces règles, cette adaptation de règles, notamment au niveau des mouvements. Donc, on va parler tout de suite des mouvements comme ça c'est fait. Je vous mets à l'écran, on va dire, une carte d'exogène qui est le synthétique. Alors, pour simplifier le déplacement des figurines sur les cases d'un jeu, à savoir que vous avez sur la carte un mouvement de base qui dans le jeu normal est de 12 cm pour le synthétique. Et bien là, ce mouvement là correspondra à la notion de courir, parce qu'effectivement la moyenne des jeux sur case, j'ai vu les figurines se déplacent entre 4 et 6 ou 8 cases. Donc là, on va dire que pour simplifier et ne pas refaire la totalité des cartes, on va dire que le synthétique, pour courir, se déplacera de 12 cases. Et pour marcher, il suffit de diviser par 2. Donc en l'occurrence, dans une marche simple, il se déplacera de 6 cases. Voilà, donc là c'est tout simple, il n'y a pas de prise de tête, de calcul à faire. Pareil pour les super soldats de base ont un mouvement de 10 cm, et bien là on va le diviser par 2, il se déplacera de 5 cm en marchant et de 10 cm en courant. Voilà, comme ça c'est vrai que ça m'évite du boulot de retouche de cartes parce qu'il y en a pas mal. Qu'est-ce que j'avais à préciser là-dessus? Oui, c'est au niveau des tirs. Alors au niveau des tirs, je me suis dit qu'il fallait comment on va pouvoir jouer par moment sur cette adaptation dans des lieux clos. Et non pas à l'air libre. À l'air libre, ça sera un petit peu on va garder les règles de base simples, mais en milieu clos, comme dans des souterrains, des vaisseaux spatiaux, peu importe l'environnement, un complexe industriel à l'intérieur, je considère que les tirs se mesureront bien sûr en centimètres, mais on ne prendra que la portée optimale de l'arme. C'est-à-dire qu'au-delà de cette portée, étant donné qu'on est dans un lieu clos, les tirs à longue distance ne pourront pas se faire. Donc on prendra la portée optimale de l'arme, ce qui va permettre aussi tactiquement de se déplacer dans des couloirs. C'est vrai que quand on ne voit pas bien son ennemi dans des lieux clos comme ça, on évite de tirer sur de la longue distance, selon moi. Et ça me simplifie aussi les règles. Donc tout tir au-delà de la portée optimale d'une arme ne pourra pas se faire, et on prendra donc tout le temps la portée optimale de l'arme pour tirer,
Et on mesurera non pas en case, mais avec le mètre. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Hein, voilà, pour ces deux règles étaient importantes. Avant qu'on passe sur la table, je regarde sur ma tablette si je n'ai rien oublié. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on passe sur la table et je vous montre quelques spécificités de ces règles. Allez, tout de suite. Alors, nous allons voir dans ces exemples de déplacement ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Ensuite, nous allons voir la notion de zone de danger. En l'occurrence, pour simplifier l'adaptation de ces règles sur case, et plus particulièrement au niveau du déplacement, chaque, on va dire, case. J'ai remarqué que sur les livres de Loki Battlemats, donc celui-là, sur les cases de Core Space et d'autres éventuellement plateaux de jeu ou tapis contenant des cases, elles font 2,5 cm de côté, soit 1 pouce. À savoir que pour simplifier le jeu et éviter des calculs, je considère que chaque case fait 2 cm de côté. Ce qui voudra dire qu'on fait sauter les 0,5 cm restants et on se concentre uniquement sur, on va dire, ce système de cases à 2 cm parce que ça permet justement, comme je l'ai dit en introduction, à diviser par deux ce qui est censé être courir, donc le mouvement de base des règles, et pouvoir l'adapter au niveau des cases. Voilà, je pense que c'est la chose la plus simple que j'ai trouvée. Alors, à savoir que dans les déplacements, il y aura des déplacements autorisés et interdits. Et là, justement, ce qui est autorisé, c'est le déplacement en diagonale. Voilà, ça c'est autorisé, il n'y a pas de souci. On pourra passer à travers un allié, à condition, bien sûr, d'avoir un nombre de déplacement adéquat. On pourra traverser un allié, on pourra traverser un petit décor bas. Tout ce qui excède en hauteur totale de la figurine sera interdit de se déplacer dedans ou de grimper parce qu'on est en intérieur, hein, il faut s'en rappeler. Donc ça, c'est ce qui est autorisé. Ce qu'il va falloir regarder maintenant, c'est cette zone de danger. Parce que là, justement, on va rentrer dans les autorisations et les interdictions de déplacement de la zone de danger, qui, elle, est matérialisée par toutes les cases adjacentes par rapport où est positionnée la figurine, un petit peu comme la zone de tacle à Blood Bowl, un petit peu comme l'adaptation des règles que j'avais faites fan-made de Frostgrave and Dungeon. Donc, ce qui est autorisé dans le déplacement ici, c'est qu'une figurine rentre dans la zone de danger adverse, pourra éventuellement en sortir parce que elle veut s'extraire d'un combat, sauf que si elle sort de la zone de danger, elle subira une attaque d'opportunité de la figurine adverse et continuera ensuite son mouvement. Voilà en gros ce qui est autorisé au niveau des déplacements. Maintenant, ce qui est interdit, et là nous allons le voir sur cet exemple, c'est que vous avez une figurine ici qui doit rejoindre le combat, admettons. On n'aura pas le droit de se déplacer en diagonale, par contre, en traversant un angle de mur. On devra le contourner. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir parce que pour les tirs, c'est pareil et pour les combats, ça sera pareil. Il y aura des spécificités. Donc là, pour qu'une figurine se déplace, on va dire, vers la figurine la plus proche, elle devra contourner l'angle du mur. En aucun cas, voilà, passer en diagonale. Bien sûr, elle ne pourra pas se déplacer et s'arrêter sur une case alliée ou ennemie, ce qui est logique, hein. Il devra soit le contourner, soit passer sur une case adjacente. Elle n'aura pas le droit de passer à travers un ennemi. D'accord? Toute figurine arrivant au contact direct, c'est-à-dire dans la zone adjacente de l'ennemi, devra automatiquement s'arrêter. Les exogènes, eux, c'est pas un problème parce qu'ils vont au corps à corps et ils ne vont pas chercher à contourner ou à traverser. Voilà. Passer à travers je regarde mes notes. Passer d'une zone de danger d'un ennemi à un autre. Oui, par exemple, nous avons ici, nous sommes dans la zone de danger de cet ennemi et nous allons
nous extraire de cette zone pour rentrer dans une autre zone adverse d'un autre ennemi, c'est interdit. Voilà, on est d'une certaine façon, le mouvement est bloqué. Alors, bien sûr, ce qui est interdit, c'est traverser une zone de mouvement, une zone de danger ennemi sans s'y arrêter. On n'a pas le droit de se déplacer dedans. Voilà, on stoppe, on bloque automatiquement. Ce qu'il y a aussi dans le jeu, en matière de, on va dire, de règles, c'est que selon le scénario dans lequel vous êtes, il se peut que certaines salles soient verrouillées. C'est-à-dire cette porte est verrouillée et forcément on n'a pas le droit de la traverser si elle n'a pas été déverrouillée, ou même traverser un mur, ce qui est logique. Voilà. Ensuite, il y a une spécificité pour les règles des figurines de haute taille qui occupent 4 cases de large. Elles seront autorisées à rentrer dans les salles. Ça, c'est pas un problème. Hein. Donc là, par exemple, elle veut rejoindre l'ennemi. Elle est autorisée à rentrer dans la salle, même si il n'y a qu'une case de large. D'accord? Elle est autorisée. Par contre, alors admettons ici que nous ayons un couloir qui n'a qu'une case de large, elle n'aura pas le droit de la traverser. C'est comme si c'était un conduit d'aération ou quoi que ce soit, elle n'aura absolument pas le droit de la traverser, ce qui est logique, ce qui peut nous permettre en fonction des tapis de jeu ou des cartes que vous avez, des fois, un petit peu comme dans Alien versus Predator, de s'échapper par des conduits d'aération. Voilà en gros pour tout ce qui est déplacement. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on étudie les lignes de vue. Alors, un petit cas de figure particulier avant de passer aux lignes de vue, ce qui est important, je l'ai oublié, c'est que la zone de danger adverse n'a aucun effet si vous vous situez au niveau d'une porte. D'accord? Sa zone d'effet au niveau du danger n'aura d'impact que sur cette figurine et sur ces autres cases. À aucun moment, elle a d'impact sur cette figurine, car nous allons le voir tout à l'heure au niveau des combats au corps à corps, on ne pourra pas attaquer dans un angle de mur, ce qui est logique. Ce qui veut dire que cette figurine-là ne sera pas soumise à l'effet de la zone de danger, elle pourra circuler librement, d'accord? Toutefois, si elle devait se déplacer à travers un allié, elle ne pourra pas bien sûr s'arrêter sur la case adjacente et la traverser. Donc du coup, elle est libre de tout mouvement sans avoir l'influence de la zone de danger adverse. C'était la petite particularité de l'effet de la zone de danger. Voilà. Allez, dans cette partie, nous allons voir 3 choses distinctes. La notion de porte ouverte et fermée qui est importante. La notion de ligne de vue, la notion de couvert, à savoir que, comme je le rappelle, on ne tire pas à travers les murs parce que c'est un mur, et que tout obstacle dépassant la hauteur totale de la figurine est invisible. Donc ça ne change pas au niveau des règles. Par contre, l'adaptation au niveau des cases a une spécificité, notamment au niveau des portes. Alors, à savoir que toute figurine adjacente, que ça soit en diagonale ou orthogonalement à une porte, c'est-à-dire par exemple ici, nous avons une figurine qui est adjacente à une porte, qu'elle soit ici, ici ou ici, elle est considérée comme en contact direct avec la porte, ce qui veut dire que une porte s'ouvre automatiquement via des capteurs. Donc là, cette porte est ouverte, ce qui ouvre la potentialité d'une visibilité sur ce qu'il y a dans la salle. À savoir que si toutefois nous avions cette figurine ici, la porte serait considérée comme fermée et nous n'aurions pas de ligne de vue. Et ça, c'est très très important quand vous jouez sur carte, de savoir que toute figurine adjacente à une porte, en général, elle la touche par ses angles de case, la porte est ouverte. Donc je reprends l'exemple, ici, elle ouvre une porte. Et si à son déplacement, hop, elle s'extrait, poum, de nouveau, la porte se referme. Voilà, et ça, vous verrez qu'on peut se faire piéger quand on oublie. Moi, ça m'est arrivé.
Donc du coup, c'est important. Là, la porte est ouverte malgré que notre super major n'est pas en contact direct avec une des 3 cases adjacentes à la porte, parce que notre médic qui est là, eh ben, il est en contact. Donc la porte est ouverte. Il n'y a pas de malus de déplacement d'une porte. On la traverse simplement comme une case, sauf règle particulière de verrouillage. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Alors, comment vont se résoudre les notions de ligne de vue? Ben, c'est très simple. On va mesurer l'angle d'une des cases de la figurine et celle-ci doit automatiquement toucher un des angles de sa cible sans pour cela qu'un angle de mur vienne le traverser. C'est important parce que quand on est derrière un angle de mur pour se protéger, comme on peut le voir dans certains films, il est clair qu'on n'a pas la visibilité totale dans un couloir. Vous allez me dire, oui, mais la figurine peut se pencher. Oui, c'est pas faux. Mais j'ai jamais essayé de tirer en me penchant. Je risque de perdre l'équilibre. Donc du coup, on va voir qui le médic voit sur la table. C'est très simple. On va prendre un de ces angles de case qui a une visibilité. D'accord? Parce que cela d'angle, ben, automatiquement, cet angle touche l'angle du mur. Ben, on considère qu'il ne voit pas. Et on va mesurer. Alors c'est vrai que c'est bien un laser de ce type, car on peut dire là que mon médic touche un des angles de case de la figurine qui est ici, même si elle traverse le décor. Le décor bas va procurer un couvert à cette figurine, mais ça n'empêche pas de lui tirer dessus. Et elle déclarera un couvert au moment de la résolution. Ensuite, je prends un des angles de case et je peux toucher un des angles de case de la figurine qui est ici. Celle-ci ne pourra pas déclarer de couvert. Je peux, en prenant un des angles de case, de toucher un des angles de case de la figurine rouge qui est ici, sans pour cela que je traverse, on va dire, un angle de mur, d'accord? La porte étant ouverte, je peux toucher, d'accord? Mais celle-ci ne pourra pas déclarer de couvert, d'accord? Ça, c'est important. Ben, là, mon médic ne voit pas cette figurine parce que il y a le mur qui est devant. Par contre, mon médic voit la figurine ici. Elle la voit pourquoi? Parce qu'un de ces angles de case, touche un des angles de case de la figurine qui est collée au mur ici. Par contre, elle pourra déclarer un couvert car elle est dans un angle de mur. Voyez? Et ça, c'est important de mesurer d'angle à angle pour faire la résolution. Par contre, un cas spécifique, c'est que ici, un de mes angles de case ne va pas pouvoir, enfin, je n'ai pas la visibilité ici. Pourquoi? Parce qu'un de mes angles de case va venir toucher le mur. Voyez? Donc du coup, cette figurine, même si bien sûr elle va toucher l'angle de case adverse, mais étant donné qu'il y a une interruption, c'est-à-dire cet angle vient interrompre la ligne de vue virtuelle, donc du coup cette figurine-là sera considérée comme invisible, étant donné que on a toujours, on va dire, un angle qui vient interrompre la visibilité, on va dire, du couloir. Par contre, si toutefois cette figurine avait été ici, là en l'occurrence, comme elle s'est rapprochée, ben vous voyez, mon angle de case touche un de ces angles de case, et là effectivement on pourra appliquer cette règle de tirer, voilà, en se penchant. Parce que là, ça nécessite trop d'aller chercher là-bas. Vous voyez, donc là, hop, ici, on touche. Et moi, je bénéficie d'un couvert et elle, non. Voilà. Donc là, pour les lignes de vue, j'espère que c'est clair. À savoir que ce sont les angles de mur qui vont déterminer les angles de vue. Voilà, tout simplement. Donc là, nous allons passer maintenant, je regarde au niveau de mes exogènes et de mes super soldats, si toutefois je n'ai rien oublié, ligne de vue, porte et couvert.
Donc voilà, je pense que là, j'ai tout résumé, même si je ne suis pas allé dans les détails. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on regarde les corps à corps. Allez, on va voir quelques cas particuliers de corps à corps qui sont interdits. Notamment, on va prendre ce cas-là en particulier, comme ça après je ferai de la place pour que ça soit plus clair pour vous. On n'a jamais le droit de combattre dans un angle de mur, même si la zone, entre parenthèses, de danger peut potentiellement influencer. Donc là, il n'y aura pas de zone de danger dans un angle de mur. Donc là, c'est interdit. Pour combattre au corps à corps dans ce cas spécifique d'angle, il faudra se déplacer sans pénalité face à la figurine. Elle n'exerce pas, on va dire, de zone d'influence à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était le cas particulier. Pas de combat au corps à corps dans les angles de mur. Maintenant, nous allons prendre un cas particulier ici. Voilà. En fait, il y a deux cas particuliers que je vous ai mis. Les combats au corps à corps se font toujours adjacents à la case de l'adversaire. On ne pourra jamais combattre à travers un décor. Pour déclarer un combat, il faut que les figurines soient adjacentes l'une à l'autre et non pas séparées d'une case. Voilà pour cette spécificité. Ensuite, il y a aussi d'autres cas particuliers. Au niveau des soutiens, ça fonctionne toujours pareil. Par exemple, nous avons un combat ici. Les figurines étant en soutien, apportent un dé de combat supplémentaire maximum, quel que soit le nombre de soutiens, ça ne change pas. D'accord? Donc là, effectivement, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va arriver... Alors, la visibilité, je pense qu'elle sera peut-être mieux comme ça. Enfin, c'est pour ça que je vous ai mis les deux cas de figure. Comme ça, il y a une visibilité différente. Tout combat à travers une porte qui n'a qu'une case de large. Toutes les figurines, même si nous avons potentiellement un contact ici, je rappelle que c'est considéré comme un angle de mur. Celle-là ne pourra pas attaquer celle-là ni apporter un soutien à celle-là. La zone d'effet ici, de la zone de danger, n'a aucun effet. Donc forcément, elle ne pourra pas aller combattre, apporter un soutien. Toutefois, celle-ci pourra combattre la figurine sur le seuil de la porte. Et pareil que sur cet exemple, cette figurine attaque celle-là, mais ne pourra pas déclarer de soutien de celle-là, car nous sommes dans un angle de porte. Angle de porte et angle de mur, l'effet, la zone de danger, son effet s'arrête dans ces angles de porte, d'accord, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est une des spécificités du corps à corps. Voilà, ça, il faut bien retenir ces notions d'angle de porte et d'angle de mur. C'est une des façons les plus simples de résoudre par moment certaines choses qui peuvent apparaître dans le jeu en fonction des produits que vous possédez. À savoir que si, admettons, là, nous avons une porte, on va imaginer que cette porte a fait 3 cases de large, là, forcément, il n'y a pas de souci. Je veux dire, celle-là attaque celle-là avec le soutien de celle-là et vice-versa. Voilà, c'est pour ça que typiquement sur la plupart, de mémoire, la plupart des livres de Loki Battlemats, je vois sur cette version, le Big Book of Sci-Fi, ou Giant Book of Sci-Fi, là nous avons que des portes d'une case de large. Voilà, donc ça, il faudra s'adapter en fonction des produits. Ensuite, autre exemple. Vous combattez une figurine. Alors, où c'est que je vais vous mettre l'exemple? Admettons qu'ici, c'est un mur. D'accord? Vous combattez une figurine exogène ici. D'accord? Vous aurez le droit de repousser la figurine si vous voulez vous dégager d'une zone de danger ou quoi que ce soit. D'accord? Ce qui voudra dire qu'au lieu de la blesser, comme dans les règles de base, vous pourrez la déplacer dans le sens opposé de l'attaque. C'est-à-dire ou là, ou là, alors on ne voit pas bien, je vais utiliser la main gauche, ou là, d'accord, ça la pousse contre le mur, ou là sur le côté, ou
là en diagonale, donc dans le sens opposé de, on va dire, de l'attaque. Toutefois, il se peut, alors je vais peut-être rapprocher, je vais essayer, voilà, on verra mieux comme ça. Toutefois, il se peut que lors d'un combat au corps à corps avec un mur qui est situé ici, bah, on ne peut pas repousser la figurine, ce qui est on la bloque contre un mur. Donc bah, là, il n'y aura pas d'effet. Voilà, pour ne pas se compliquer la vie, bah, on ne pourra pas la repousser puisqu'elle est déjà collée au mur. Toutefois, effectivement, si nous avions un décor ici, voilà, on peut repousser la figurine. Alors ça, c'est vous qui voyez, c'est des options, hein. En général, il faudra toujours la repousser sur une case disponible par rapport à l'attaque. Soit donc ici, d'accord, derrière, soit sur le côté, soit ici. Mais en aucun cas, la mettre là-dessus pour des raisons de pratique et de visibilité. Donc voilà, soyez logique. Vous repoussez la figurine à un endroit d'une case qui soit disponible. Donc voilà, ça c'est tout simple. Alors, tout ce qui est combat en extérieur, on en a parlé tout à l'heure en fonction de la ligne de vue. On va bien sûr utiliser seulement la portée optimale de l'arme. Il sera interdit de tirer sur toute la table. Nous sommes en intérieur. Là, je parle de l'intérieur. En extérieur, c'est différent. D'accord? Mais là, nous sommes dans une base spatiale et on ne pourra pas tirer sur une très longue distance. Voilà, parce qu'il y a des couloirs, parce que la visibilité est moins, on va dire, claire. Voilà, donc là, j'ai voulu symboliser le fait qu'on ne peut pas tirer sur toute la table. On ne tirera qu'à portée optimale maximum. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder ensemble la règle d'intégration que j'ai faite pour tout ce qui est soudé ou dessoudé des portes. Et c'est parti pour cette règle. Allez, on va parler de l'intégration de l'action de souder et dessouder avec un équipement qui sera le soudeur. Je vous le mets à l'écran. Donc le soudeur coûte 1 point de grade pour l'acheter. Vous avez sur cette carte 3 emplacements symbolisés par des batteries. Donc en gros, c'est le nombre d'utilisations dont vous aurez droit de faire durant la partie. Au début de chaque mission, vous viendrez poser 3 pions dessus. Ces pions, je vous les ai mis justement dans le PDF. Et à chaque fois que vous allez faire l'action de souder ou dessouder, vous allez devoir prendre un pion et le dépenser. Donc quand vous allez souder, vous allez prendre un pion, vous allez le mettre dessus. Quand vous dessoudez une porte, vous enlèverez le pion qui est au pied de la porte et vous dépenserez un pion de cette carte. Donc vous voyez, souder ou dessouder va utiliser de la batterie. Alors, j'espère que cette notion est comprise. À savoir que le soudeur, pour l'utiliser, il coûte 2 actions. Je me suis dit, souder une porte, ça prend un peu du temps, comme on a pu le voir dans le film Aliens, par exemple, de mémoire, si c'est ce film-là. Et du coup, pour déclencher l'équipement, l'action de souder ou dessouder, vous devrez actionner, c'est-à-dire vous devrez déplacer un pion d'action sur la carte de votre personnage, mais en même temps vous devrez dépenser un autre pion d'action que vous viendrez mettre sur cette carte. Voilà, donc du coup ça va vous matérialiser quelque part le temps que ça met à souder une porte, avec un matériel bien sûr performant. Donc du coup il y a des cas particuliers que j'ai intégrés dans les règles, notamment 2 cas, mais avant toute chose, comme vous pouvez le voir sur la table, il y a 2 zones d'apparition, la 3 et la 6. La 3 étant en intérieur, selon les règles de mission, et la 6 à l'extérieur. Et j'ai considéré qu'on ne pouvait pas, d'ailleurs on ne peut pas désactiver des téléporteurs en intérieur, c'est-à-dire en opération close, dans une base, un souterrain, etc. Donc pour matérialiser le blocage d'accès par la soudure de ces portails qu'on va venir positionner en début de mission à l'extérieur selon les indications et les règles
du scénario, eh ben, il y a une spécificité dont on va voir. Mais avant toute chose, il est clair qu'on doit voir les deux cas particuliers de soudure. Admettons, mon super soldat qui est ici va vouloir souder cette porte parce qu'il a une zone d'apparition ici et il veut bloquer temporairement. C'est un blocage temporaire. Donc, il va dépenser ses points d'action. Vous allez comprendre le niveau de blocage temporaire. Soit, effectivement, vous mettez une porte pour symboliser que cette porte est soudée, comparée aux autres ouvertures qui, elles, sont des portes normales. Soit, effectivement, vous venez mettre un pion dessus pour dire qu'elle est bloquée. Voilà. Ce qui va permettre, lors de l'apparition des exogènes, dès qu'un exogène apparaît sur ce téléporteur, il ne pourra plus se déplacer. Donc ce que vous ferez automatiquement, vous viendrez le mettre à la porte lors de son activation, quel que soit son nombre de cases, pour symboliser qu'il va vouloir sortir. Si toutefois il y a une deuxième figurine qui apparaît sur ce téléporteur, même règle, vous viendrez le mettre adjacent à la porte. Par contre, si toutefois il apparaît une troisième figurine sur ce téléporteur, on considère qu'elle débloque la porte. Et là, vous enlèverez justement le pion ou la porte soudée pour signaler qu'ils ont débloqué la porte parce qu'on considère qu'ils ont forcé. Enfin voilà, vous inventez tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, de souder une porte dans une seule pièce qui contient une seule porte, au bout d'un moment, effectivement, elles vont elles vont la débloquer cette porte parce qu'elles doivent y accéder. Et ça, c'était le cas de figure, le premier cas, où il n'y ait qu'une porte dans une pièce. Toutefois, il se peut que vous ayez une configuration de carte où vous ayez plusieurs accès. Voilà, c'est pour ça que je ne mets pas de porte sur ces accès, parce qu'après, au niveau visibilité, c'est gênant. Par contre, là, ici, j'ai mon zone d'apparition numéro 6, et justement, mon super soldat va se diriger vers elle et va décider de souder l'accès à cette zone d'apparition. Ça, c'est possible de le faire. Dans ce cas-là, vous le matérialiserez comme une porte. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre parce que bien souvent, les accès qui seront positionnés à l'extérieur de la surface de jeu sont considérés soit comme des portes, soit comme des couloirs contenant une porte, mais on aura toujours la possibilité de venir souder un accès exogène. Et si toutefois, même règle, nous avons une première figurine qui apparaît ici et qui doit rentrer en jeu, elle sera bloquée. Une deuxième figurine, pareil, elle sera bloquée. Ce n'est qu'à la troisième figurine que le verrouillage saute. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. C'est comme les portails, enfin les téléporteurs ne sont pas désactivables quand ils sont à l'extérieur et aussi à l'intérieur de la zone de jeu. Là, c'est un cas particulier parce que je n'ai pas de scénario à l'intérieur, mais ça peut arriver qu'il soit contenu dans une pièce. Voilà, ça c'est la notion de bien retenir qu'il y a toujours possibilité de bloquer temporairement un accès et on n'aura pas le droit de désactiver les téléporteurs si toutefois c'est pas précisé dans le scénario. Maintenant, admettons ces figurines sont apparues ici, d'accord? Mon super soldat décide de venir là et d'en souder l'accès. Voilà. Pour les temporairement les bloquer. Sauf que nous pouvons le voir ici, c'est qu'il y aura toujours un chemin d'accès. D'accord? Tactiquement, ça peut être intéressant parce que pour X raisons, nous pouvons bloquer l'accès. Donc là, ce qu'elles vont faire, elles ne vont pas se mettre devant la porte pour tenter de la défoncer parce qu'elles auront la possibilité de sortir par là. Donc elles sortiront par l'accès de la salle vers l'ennemi le plus proche, visible ou non. Parce que là, comme je vais le rappeler, si je suis là, je suis invisible parce que je ne suis pas adjacent à la porte. Par contre, là, la porte s'ouvre automatiquement, je serai visible. Ça, c'était le petit rappel. Donc, pour venir
attaquer cette figurine, parce que on considère que là, oui, elle est la plus proche, sauf que, bah, n'ayant pas l'accès et ayant potentiellement un accès ici, elles vont venir se déplacer et faire le tour pour aller, on va taper sur la figurine de super soldat. Voilà, donc ça c'est quelque part, c'est une adaptation, une façon quelque part logique aussi de dire, bah tiens, on va pas on va pas se défoncer une porte fermée alors qu'on peut sortir par l'autre côté, c'est logique. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de rester dans une logique. Donc là, on a pu voir les zones contenant une case et contenant une pièce avec une seule porte et une pièce qui contient une porte d'accès. Par contre, après, on peut aussi souder celle-là. Auquel cas, les exogènes viendront vers la porte la plus proche. Hein, ils seront automatiquement, lors de leur activation, ils vont automatiquement venir dessus. Et dès qu'ils sont 3, ça explose. Voilà, en gros, hein, succinctement, vous regarderez dans le fichier. S'il y a quoi que ce soit, des précisions, vous n'hésitez pas à me solliciter. Ce que nous allons voir maintenant, c'est la notion de carte d'événement et de fouille de salle, parce que ça aussi, on me l'a demandé, de pouvoir fouiller des salles pour récupérer du matos. Allez, on va voir dans cette première partie qui en compte 2, donc les cartes événements et la règle de fouille des salles. Alors, à savoir que au niveau des cartes événements, il faudra vous munir de jeux de cartes classiques, hein, voilà, tout simplement. Voilà. Et en fonction du scénario où il est dit de préparer des cartes, dans ce cas-là, vous allez vous référer à un tableau que j'ai fait avec une symbolique en fonction, bien sûr, de la couleur de la carte et de son symbole, hein, comme on le connaît dans ces cartes classiques à jouer, qui sont, voilà, trèfle, pique, carreau et cœur. Quelle que soit la carte que vous mettez dans le paquet, je vais vous expliquer comment on fait, peu importe la valeur, que ce soit un 7, un valet, une dame, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir la valeur qui va nous permettre justement de pouvoir, déjà d'un aspect visuel, de se dire, ah tiens, là j'ai de la chance, ou là ça va cartonner, etc. Donc du coup, petite explication, le cœur correspondra à une salle objectif, si toutefois, dans le scénario, il y en a une à découvrir, d'accord? Le carreau, je l'ai symbolisé comme ne restez pas sur le carreau. Donc, ce qui voudra dire que cette carte, sa symbolique, sera qu'il y a potentiellement de la fouille, des objets à trouver, mais également, selon les règles de la mission, il se peut qu'il y ait aussi un exogène. Et bien souvent, il y a un exogène avec qui est dans la salle. Voilà, ça, il faut le comprendre. Le pic, c'est simple, ça va piquer. En fonction du scénario, là, dans le scénario que je vous ai mis dans le PDF, il y a 2 exogènes qui apparaissent dans une salle pique, entre parenthèses. Et bien sûr, le trèfle symbolisé par la chance, où là, la pièce est vide, on pourra fouiller tranquillement. Alors, comment ça va se passer au niveau du scénario? Donc là, dans le scénario que je vous ai mis, il n'y a pas de pièce objectif à, on va dire, à chercher. Par contre, il se peut que dans un scénario, en fonction du nombre de pièces que vous avez et de vos produits, comme je le rappelle, je n'ai peut-être pas vos produits, vous n'avez peut-être pas les miens, mais sur typiquement un livre de Loki Battle Mats, des fois, il se peut qu'il y ait 12 salles. Voilà. Dans ce cas-là, comment on fait? Admettons, dans mon scénario, j'ai 12 salles et j'ai 2 salles objectifs à découvrir. Elles sont ici. Ok, je les mets de côté. D'accord? Il me reste 10 salles à distribuer. Ce que je vais faire, je vais diviser ces salles par 3 parce qu'il reste 3 symboles. Vous l'aurez compris, le carreau, le trèfle et le pique. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 3 de chaque. D'accord? Hop, je vais les mettre là, je réarrangerai tout à l'heure. 3 de chaque.
Voilà, donc j'ai 9 cartes en main. Vous remarquerez qu'il y a 12 salles. Bah, forcément, vous l'aurez compris que 9 et 2, ça fait 11. Donc, bah, j'ai 11 cartes en comptant les deux objectifs. Dans ce cas-là, pour, on va dire, arrondir, vous rajouterez une carte supplémentaire. Moi, j'ai spécifié qu'en général, vous allez favoriser du trèfle. Je vais voir si je trouve du trèfle ici. Voilà. Du coup, bah, dans ce cas-là, vous favorisez 4 cartes trèfle pour les looters professionnels. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a la totale, c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va bien mélanger ces cartes, d'accord? On va bien mélanger ces cartes. On va les séparer en 2 tas distincts. Donc là, ça sera 5 cartes d'un côté et 5 cartes de l'autre. Ce qu'on va faire, le dessus de la pioche, on va le mettre de côté et on va intégrer les 2 cartes objectifs dedans et on va les mélanger. Voilà, tout simplement. Et on viendra placer l'autre paquet de cartes dessus, ce qui voudra dire que avant de trouver les cartes objectifs, bah, il faudra explorer les premières au niveau des cases. Donc je rappelle, le carreau, bah, il y a du loot et de l'exogène. Le trèfle, il y a la salle est vide, on a de la chance, on peut fouiller. Le pic, bah, ça va piquer, il y aura potentiellement 2 ou 3 exogènes selon les scénarios qui apparaîtront. Et le cœur, c'est on découvre la salle objectif. Maintenant, il y a effectivement des spécificités à tout ça. On va prendre notamment des exemples. Alors, le paquet de cartes, vous ne le voyez pas, mais je le mets sur le côté. À chaque fois qu'un super soldat va explorer une salle, il va se déplacer, bien sûr, et tout de suite, une fois qu'il est rentré dans la salle, il stoppe son mouvement. C'est-à-dire qu'admettons, j'étais ici, j'ai 5 cases de mouvement, 1, 2, je stoppe mon mouvement, je retiens combien de cases il me reste à parcourir parce que il me reste 3 cases à parcourir, donc je mets un petit dé pour m'en rappeler, et à ce moment-là, eh ben, on va tirer une carte événement. Voilà, et là c'est du trèfle, ce qui voudra dire que la salle est vide, je pourrais continuer mon mouvement ou pas, hein, peu importe, 1, 2, 3, je ne suis pas obligé d'aller ramasser un pion, c'est toute la salle qui est impactée par la fouille, et pour sa deuxième action, il va fouiller. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va fouiller? Et ça justement, j'en viens au petit pion que je vous ai mis dans cette extension. Il va venir, vous voyez, donc je vous ai fait des petits pions, hop, qui sont là, voilà. Alors, ces petits pions correspondent aux cartes équipement. Quelles soient les règles de base ou quelque part l'extension artefact qui sortira, ben, au début de mission, on va mélanger tout ça. Et là, je vais tirer 3 pions. Donc 1, hop, alors j'en ai trop, 2 et 3. Voilà. Donc là, j'ai fouillé et je tire 3 pions. Donc, je tombe sur quoi? Sur des armures, des exo-armures que j'ai créées, mais ça sera dans l'extension, et une mine. Voilà, donc là, potentiellement, je pourrais choisir un des seuls équipements. Ça voudra dire qu'admettons, je choisis la mine, donc ceux-là, je vais les défausser, non pas définitivement, mais je les mets de côté. On ne sait jamais s'il faut réapprovisionner le sac de pioche. D'accord? Et, bien sûr, quel que soit le pion qu'on pioche ou qu'on choisit, il faudra vérifier qu'on ait de la place dans notre inventaire, c'est-à-dire que si j'ai déjà 3 équipements, je ne pourrai pas le rajouter, donc je devrais me défausser d'un, parce que c'est limité à 3. Si j'ai des armes de même type, admettons, je pioche un Exo FM qui est une carte de fusil mitrailleur, mais que j'ai déjà un fusil mitrailleur, là, je devrais soit défausser le pion que j'ai choisi, hein, soit le remplacer et défausser définitivement le pion fusil mitrailleur que j'avais en ma possession pendant la partie. Donc vous voyez, il y a quand même à respecter les règles de restriction
des armes. Voilà, on ne peut pas avoir 2 fusils mitrailleurs comme même arme principale. Voilà, ça c'est important de s'en rappeler. Donc une fois que j'ai dépensé mon action d'actionner pour fouiller, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, il faut une action d'actionner pour fouiller, ben, on enlève le pion, cette salle est fouillée. Voilà, c'est tout simple. On pioche déjà une carte événement, on voit ce qu'elle donne. En l'occurrence ici, vous voyez, si j'avais, je rentre, j'avais tiré cette carte, eh ben là, en l'occurrence, ben, j'aurais trouvé un exogène et potentiellement, j'aurais pu fouiller. D'accord? Sauf qu'on ne peut jamais fouiller une salle pardon, quand un ennemi est présent à l'intérieur. C'est logique, hein. Vous ne pouvez pas fouiller tranquillement et lui, non, c'est pas possible. Là, en l'occurrence, ici, sur ce cas de figure, si je pioche un carreau, il est important, au niveau de la règle, de l'apparition de l'exogène dans la pièce. Vous devrez le placer à l'extrême opposé du super soldat. C'est-à-dire, l'extrême opposé du super soldat est ici. D'accord? Parce que c'est un petit peu, comment dire, contraignant de dire on va le placer au centre ou à droite. Vous voyez, voilà. Donc du coup, en l'occurrence, il est à l'extrême opposé parce que toutefois, il peut avoir dépensé 4 pions, enfin 4 points de déplacement. Il rentre pour son 5e et il tire la carte. Eh ben, forcément, il va être coincé là parce que lui, il va se déplacer à son tour d'activation. Moi, je pourrais tirer, mais je ne pourrais pas fouiller. Donc, et pareil ici. On ne peut pas fouiller quand il y a, on va dire, un exogène dans la pièce. Vous voyez, donc ça c'est spécifié dans les règles. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, on continue son mouvement dans une pièce qui n'a pas été explorée. Donc là, on stoppe son mouvement sur la première case, on retient combien de cases de mouvement il nous reste. Et ensuite, on tire une carte événement et on voit en fonction des 4 symboles qu'est-ce qui se passe. Je pourrais aussi inventer des événements qui sont liés à la valeur de la carte, comme, je ne sais pas, un plafond qui s'effondre, etc. Donc, vous voyez, ça vous laisse toute l'opportunité aussi d'inventer des trucs en partant sur des cartes de base et faisant des tableaux. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je regarde si je n'oublie rien. Voilà, exceptionnellement, voilà. Oui, il y a des petites spécificités. C'est que j'ai considéré que pour la fluidité du jeu, exceptionnellement, quand une figurine fouille une pièce et qui tombe sur un équipement qui ne lui est pas autorisé de porter, seulement exceptionnellement pour la mission, elle sera autorisée d'avoir cet équipement dans son sac. En gros, si mon médic tombe sur un FM lourd ou toute autre arme qui ne peut être utilisée que par l'artificier ou le major, ben, exceptionnellement, dans cette, on va dire, dans cette configuration, elle aura le droit de l'utiliser. Alors après, vous mettez de côté la carte de base, hein, ça je ne l'ai pas spécifié, mais c'est logique, vous mettez de côté la carte de base que possédait le médic et qui récupérera pour la prochaine mission. Mais il pourra toujours, en étant adjacent au major, lui filer l'arme avec une action d'actionner. Ça, c'est spécifié dans les règles. C'est-à-dire, il va lui donner l'arme lourde. Et par contre, il pourra aussi lui donner, on va dire, entre 2 missions. Voilà, tout le matos que vous avez récupéré, considérez-le comme acquis et puis vous le dispatcherez en veillant bien défausser définitivement tous les équipements qui ne seront pas utilisables. Voilà, ça après je vous laisserai regarder justement comment, voilà, ne cherchez pas compliqué, amusez-vous, voilà, parce qu'après on n'est pas là pour compter des stocks et faire de la logistique. Vous défaussez les cartes que vous utilisez plus, vous vous rééquipez, vous défaussez l'excédent, terminé. Voilà. Donc du coup, voilà, on a fini cette vidéo. À savoir que bien sûr, comme je n'ai pas spécifié, mais vous l'aurez compris, que le pion
que vous avez pioché correspond à une des cartes, eh ben, ça tombe bien, elle est dessus. Donc le pion mine, ben, vous allez chercher les cartes, hein, dans votre boîte à cartes et puis vous l'affecterez à la personne qui a trouvé l'objet. Voilà, j'espère que je n'oublie rien. De toute façon, tout est indiqué dans la carte. Je vous ai mis une petite mission qui s'appelle l'antre des exogènes et je vous ai fait deux versions. Une, je vous mets à l'écran, qui correspond à une carte que j'ai créée sur Dungeon Draft, dont j'ai acheté la licence, donc qui va justement permettre de pouvoir adapter, pourquoi pas, sur du core space. Hein, voilà, donc je l'ai fait assez lumineuse dans un premier temps, parce que je me suis dit, comme ça, on voit bien les choses, et peut-être que je mettrai à disposition le fichier pour impression, mais c'est vrai que je me suis renseigné, c'est 20 balles quand même, les 60 x 60 cm. Après, j'ai pas de bonnes adresses, hein, je me suis pas plus renseigné. Et ensuite, vous pourrez adapter aussi ce scénario sur les Giant Books of Sci-Fi de Loki Battlemats. Donc c'est des produits que j'aime bien, qui coûtent peut-être cher pour certains, mais moi qui me plaisent beaucoup. Et voilà, donc ça sera toujours le même principe, hein. Si on met les deux cartes côte à côte, vous remarquerez qu'on adapte les objectifs en fonction de la configuration de notre map. Si on a un objectif 2 en bas à gauche de la salle, de la carte, pardon, on va le mettre là, quelle que soit la configuration de vos produits. Si on a un objectif en haut à droite d'une carte, on ira le placer en haut à droite de la carte. Et là, vous composez selon votre sauce. Voilà, il ne faut pas se faire caguer, comme on dit. Donc, je vous ai mis des pions loot, je vous ai mis des pions fouilles avec des petites loupes. Hein. Je vous ai mis des tas de pions. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis la carte soudeur. Ah oui, il y a une chose que j'oubliais de vous dire. J'ai mis à jour les téléporteurs. Je vous mets à l'écran les 3 téléporteurs spécifiques. Parce qu'effectivement, dans certains scénarios, sur des téléporteurs, il apparaît de figurines. Alors je me suis dit, pour que visuellement, on se rappelle qu'un téléporteur vert fait apparaître une figurine, un téléporteur jaune, voire orangé, est un portail, enfin un téléporteur dangereux, fait apparaître 2 figurines ou plus, selon le scénario, et le téléporteur 3, enfin rouge, le 3e téléporteur de couleur, là c'est des téléporteurs spécifiques. C'est-à-dire que soit ils ne sont pas désactivables, soit c'est des accès sur des cartes en intérieur, soit il y a des règles spécifiques. Voilà, ça j'ai oublié de le faire. Et bien sûr, je vous ai mis la carte soudeur à imprimer. Alors les téléporteurs, pardon, les portails, ça sera dans le livre Heroic Fantasy. Voilà, c'est pour ça que je suis déjà propulsé dans l'héroïque là. Non, les téléporteurs, justement, vont vous permettre d'identifier facilement quel est le téléporteur dangereux, etc. Donc ça, c'est une petite, voilà, un petit aparté, mais ça peut aider. Voilà, quoi qu'il en soit, amusez-vous bien, parce que c'est la règle maison, il faut s'amuser, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis on se retrouvera très bientôt pour quand, je sais pas, là je vais temporiser un peu, comme je l'ai dit, je vais potentiellement attaquer le boulot, et j'aurai peut-être pas trop de temps, ça dépend de la fatigue. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, et à bientôt.